Tout s'est refermé autour du Sahel, sans avertissement, comme si l'air avait changé en une nuit. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises, les accords de renseignement chez les voisins et les centres de formation hors frontières composent un encerclement fonctionnel. Pendant ce temps, avoir gelé, accès financier limité et suspension d'aide creusent l'isolement, tandis que la recherche d'appui vers la Russie et la Chine devient un levier de survie politique pour Ibrahim Traoré. Et vous, quel prix accepter pour tenir longtemps sans garantie de succès rapide? Ce récit fait une promesse précise au public, clarifier ce qui se joue réellement derrière la rupture sahélienne, au-delà des slogans, des condamnations rapides et des lectures panabinaires. L'enjeu pour le spectateur est simple, comprendre comment des décisions politiques présentées comme souveraines peuvent remodeler l'équilibre régional, influencer les flux de ressources et peser sur la stabilité à moyen terme. Il ne s'agit ni d'un affrontement purement militaire, ni d'un récit idéologique fermé, mais d'un enchevêtrement de choix économiques, d'alliances sécuritaires et de pressions diplomatiques qui redéfinissent les marges de manœuvre des États concernés. Dans ce cadre contraint, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une exception que comme un point de cristallisation, révélateur d'attentes sociales accumulées et de risques assumés. La question centrale devient alors lisible. Ce pari peut-il produire autre chose qu'un choc symbolique et à quelles conditions? En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Entre 2020 et 2023, le Mali, le Burkina Faso puis le Niger ont successivement exigé le départ des forces françaises, transformant un retrait progressif en signal politique net, observé bien au-delà de la région. Ce basculement ne surgit pas du vide. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, malgré des opérations prolongées et des ressources importantes mobilisées, l'insécurité s'est étendue géographiquement, les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde. Cette contradiction persistante a nourri une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur dans le discours, mais extractif dans ses effets. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme l'un des visages les plus visibles de la rupture. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une séquence régionale où les autorités militaires affirment que la sécurité doit être assumée localement sans tutelle extérieure. Le raisonnement avancé est direct. Si la promesse centrale de protection n'a pas été tenue, alors maintenir le même cadre revient à prolonger un échec. Mais la réponse occidentale ne se limite pas à un retrait. Autour du Sahel, un réseau discret se densifie. Accords de partage de renseignements, bases et centres de formation installés chez les voisins, mécanismes de pression économique et diplomatique. Il ne s'agit pas d'une invasion visible, mais d'un encerclement fonctionnel destiné à surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. C'est dans cet espace étroit, entre affirmation symbolique et contraintes structurelles, que se joue l'expérience portée par Ibrahim Traoré et ses homologues. Sur le terrain, cette reconfiguration abstraite prend rapidement une forme concrète, perceptible, bien avant les bilans géopolitiques. Au Burkina Faso, les premières décisions touchent directement la sécurité quotidienne. Les autorités réorganisent les forces armées, intensifient le recrutement et mettent en avant une logique de défense nationale plutôt que de dépendance à des opérations étrangères. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles selon les zones. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré ne fonctionne pas comme une figure héroïque, isolée, mais comme un personnage guide. Il cristallise des attentes sociales accumulées, faites d'espoir de changement de méthode et de lassitude face aux promesses non tenues. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'aspiration à une rupture visible et la crainte d'une dérive autoritaire. Cette ambivalence structure la réception de chaque annonce, applaudie par certains, scrutée avec inquiétude par d'autres.
Un premier impact apparaît aussi dans le champ économique. La révision annoncée de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture ne concerne pas seulement les uniformes, mais aussi la circulation de la richesse. Ces gestes restent limités dans leur portée immédiate, mais leur valeur symbolique est forte. Ils signalent que l'État entend peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires étrangers. Cependant, ces avancées précoces s'accompagnent d'effets secondaires rapides. Les restrictions financières, l'incertitude diplomatique et la suspension de certaines aides compliquent la gestion quotidienne pour les autorités comme pour les acteurs économiques locaux. Le contraste devient central, une affirmation politique renforcée, mais une marge de manœuvre matérielle encore étroite. Le cœur de l'expérience se révèle ici, dans la tension entre contrôle revendiqué et contraintes persistantes. Tout commence par une série de décisions qui rompent explicitement avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une dynamique où les nouvelles autorités militaires estiment que la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté. La phase d'activation est rapide. Les bases ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent, presque du jour au lendemain. Ce retrait visible marque une rupture politique forte, immédiatement lisible par les populations locales comme par les partenaires internationaux. Mais il ne signifie pas un désengagement total de l'Occident. Le centre de gravité se déplace. Paris et ses alliés renforcent leur partenariat sécuritaire avec les pays voisins, développent des centres de formation, approfondissent le partage de renseignements et maintiennent des capacités d'intervention depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. C'est là que le mouvement atteint son point de tension. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explore activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine mise sur les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à démontrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel. Mais ces choix accroissent aussi la méfiance sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables, ce qui freine leur reconnaissance diplomatique. Présentées comme techniques ou procédurales, ces mesures produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles. La phase de résonance s'installe alors. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Chaque décision devient ambivalente, perçue à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent composer avec cette tension permanente, où le coût immédiat de la rupture se mesure bien avant les bénéfices potentiels à long terme. Avant les ruptures successives, la présence militaire étrangère au Sahel était associée à des flux financiers présentés comme massifs et structurants. Pendant des décennies, des milliards ont été mobilisés au nom de la lutte contre le terrorisme et de la stabilisation régionale. Après les expulsions, les autorités sahéliennes reconnaissent que l'insécurité n'a pas disparu, mais soulignent un point central. La situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. Le changement revendiqué n'est donc pas une promesse de résultats immédiats, mais un déplacement du contrôle et de la responsabilité. D'abord, un premier indicateur concerne directement la sécurité. Avant, les opérations antiterroristes internationales étaient censées réduire durablement la violence
et renforcer la capacité des États à contrôler leur territoire. Or, malgré des années d'opération, les groupes armés se sont étendus géographiquement et la menace s'est diffusée. Après le retrait, les attaques persistent, parfois avec la même intensité, mais les autorités mettent en avant une différence qualitative. Les décisions opérationnelles sont désormais prises localement, selon des priorités nationales, sans dépendance à une chaîne de commandement extérieure. Le passage d'un modèle externalisé à un modèle national est présenté comme un changement de gouvernance de la sécurité, plus que comme une solution rapide. Ensuite, un deuxième indicateur touche à l'économie des ressources. Avant la rupture, l'extraction de matières premières comme l'or ou l'uranium s'inscrivait dans des circuits largement dominés par des acteurs étrangers. Les États concernés restaient pourtant parmi les plus pauvres du monde. Ce contraste entre richesse extraite et pauvreté persistante sert de référence implicite dans le discours officiel. Après les changements politiques, l'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition de la valeur. Au Burkina Faso, l'or artisanal devient un enjeu central de régulation étatique, avec l'idée que capter une part plus visible des revenus constitue un levier de souveraineté économique, même limité à court terme. Puis, un troisième indicateur porte sur les alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Cette dépendance unique réduisait les marges de négociation. Après les ruptures, cette structure est remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Ce basculement ne se mesure pas seulement en montant financier, mais en nombre d'options disponibles. Pour les dirigeants sahéliens, multiplier les partenaires revient à réduire le risque politique associé à une dépendance exclusive. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système présenté comme stable, mais jugé inefficace selon ses propres objectifs. Après, un ensemble de choix plus risqués, assumés comme tels, mais considérés comme cohérents avec une reprise de contrôle. Ibrahim Traoré insiste sur cette logique. Accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes, mais elles structurent le récit officiel. Elles servent moins à démontrer un succès immédiat qu'à justifier un changement de cadre, où la souveraineté se mesure dans la durée plutôt que dans l'instant. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct: rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblirait immédiatement la lutte contre les groupes armés, surtout dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales. Selon cette lecture, les forces locales manquent encore de moyens, de renseignements et de coordination, et le départ des contingents occidentaux crée un vide opérationnel difficile à combler rapidement. La souveraineté proclamée risquerait alors de se traduire par une insécurité accrue pour les populations, précisément l'inverse de l'objectif affiché. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les opposants estiment que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable. Elle pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre, avec des risques accrus de repli autoritaire, où la rhétorique de la souveraineté masquerait des difficultés internes non résolues. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des vulnérabilités réelles. Pourtant, la réponse des autorités sahéliennes repose sur une contre-lecture cohérente. Sur le plan sécuritaire, elle rappelle que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un modèle jugé inefficace. En reprenant le contrôle direct, les États assument le risque mais aussi la responsabilité, ce qui modifie l'incitation politique à produire des résultats mesurables. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Tant que les options étaient limitées, les termes restaient largement imposés.
La diversification introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier de négociation. Cette logique n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques, mais elle explique pourquoi des dirigeants comme Ibrahim Traoré préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée, perçue comme politiquement et socialement coûteuse. Ce point marque un basculement discret mais décisif dans la lecture de la crise sahélienne. Jusqu'ici, l'attention s'est concentrée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Or, au cœur du dispositif se déploie une contrainte plus diffuse exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs. Avoir gelé, accès restreint aux crédits internationaux, procédures diplomatiques ralenties, ces mécanismes fonctionnent comme une extension silencieuse du rapport de force sans affrontement direct. Cette pression limite la capacité des États à financer leurs priorités et teste leur endurance politique dans le temps. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se résume plus à décider qui opère sur le territoire national. Elle se redéfinit autour d'une question plus profonde. Qui contrôle l'accès aux ressources, au financement et à la reconnaissance internationale? La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Cette superposition des contraintes explique pourquoi la rupture avec l'ordre ancien ne produit pas d'apaisement immédiat, mais une phase de tension prolongée. Les États sahéliens peuvent expulser des forces étrangères, mais ils ne peuvent empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur de leurs frontières. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans la durée sous pression constante. C'est à ce stade que le pari devient clair. Soit cette contrainte est transformée en moteur de cohésion interne, soit l'accumulation des coûts érode progressivement la marge de manœuvre politique. Pour l'État, l'affirmation de souveraineté se traduit d'abord par une reprise de l'initiative politique. Les autorités décident, assument et arbitrent sans s'abriter derrière un cadre sécuritaire externalisé. Cette autonomie renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, car elle aligne le discours et l'action, mais elle s'accompagne d'une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. La marge de manœuvre budgétaire reste étroite, ce qui impose des choix plus visibles et souvent plus douloureux, exposant directement l'État aux attentes sociales. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, le contrôle accru de l'or artisanal et le discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier immédiat lié à l'instabilité réglementaire et aux tensions diplomatiques. D'autres y voient une opportunité de renégociation dans un cadre plus clair où l'État cherche à formaliser des pratiques longtemps opaques. À court terme, l'investissement tend à ralentir faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenariats pourrait toutefois ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Pour les populations, l'impact est profondément ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours qui valorise l'autonomie, la dignité nationale et la fin d'une dépendance jugée humiliante. Cette dimension symbolique produit un effet de mobilisation et de patience sociale. Mais elle coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales pèsent sur le quotidien. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés alors que les coûts sont immédiats et tangibles. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent attentivement. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture ouverte. Le Sahel devient ainsi un point de référence positif ou négatif dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel tient, elle pourrait inspirer des ajustements ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde durable. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure de focalisation plutôt que comme un cas isolé. Son discours relie directement les sacrifices actuels à des gains futurs possibles,
en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant toute stabilisation. Les conséquences observées ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en transition où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence. Le scénario central, souvent décrit comme une stabilisation sous tension, repose sur l'hypothèse d'une continuité sans rupture majeure. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent un minimum de continuité opérationnelle sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche et l'appareil d'État tient sans produire de dividendes rapides. Dans ce cadre, la souveraineté n'apporte pas de gains visibles à court terme, mais elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance, tenir suffisamment longtemps pour que cette situation devienne la nouvelle référence. Dans un scénario plus optimiste, on suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intrasahéliennes gagnent en fluidité, et certains investissements ciblés commencent à produire des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus issus des ressources naturelles, allégeant partiellement la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance plus pragmatique. La souveraineté cesse alors d'être défensive pour devenir progressivement fonctionnelle, intégrée à des mécanismes de coopération sélective. Dans un scénario plus dégradé, on met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse globosée, les autorités sont contraintes de composer à partir d'une position affaiblie, en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté proclamée survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. La décision clé n'est pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire. Une recommandation de méthode s'impose alors. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais surtout de sa capacité à préserver des options futures dans un environnement contraint. Pour le public, cette trajectoire sahélienne n'est pas un débat abstrait réservé aux chancelleries. Elle renvoie à compte à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Pour certains spectateurs africains, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance, même lorsque les résultats restent incertains et partiels. Pour d'autres publics, notamment en Europe, le dossier interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution évidente, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir d'intentions affichées plutôt que de résultats mesurables. Elle rappelle que la perception locale peut diverger fortement des récits officiels produits à distance et que cette divergence finit par peser sur la légitimité même des interventions. À un niveau plus personnel, la situation invite à réfléchir au coût du changement. La souveraineté dans ce contexte n'est pas un concept théorique. Elle se traduit par une série de choix quotidiens impliquant des renoncements temporaires, des arbitrages difficiles et des paris risqués sur l'avenir. La question implicite devient alors universelle. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme ? Deux pistes de réflexion émergent pour le spectateur.
La première consiste à distinguer le rejet d'un modèle ancien de l'adhésion automatique à un nouveau en conservant un regard critique sur toutes les alternatives proposées. La seconde invite à suivre les indicateurs concrets plutôt que les slogans sécurité effective, redistribution visible des ressources et capacité réelle de décision. C'est dans cet espace, entre empathie et distance analytique, que le débat sur le Sahel prend toute sa profondeur. D'abord, la première étape concerne la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle, mesurée par la continuité territoriale et la capacité à sécuriser des axes clés. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres, car sans un minimum de sécurité, aucune réforme économique ne peut tenir dans la durée. Ensuite, la deuxième étape porte sur la maîtrise des ressources, renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale, visent à augmenter les recettes internes sans provoquer d'effondrement de l'activité. Le calendrier est graduel, stabiliser les flux existants, ajuster les termes lorsque c'est possible, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. Le critère d'évaluation reste simple, une hausse mesurable de la part de valeur captée par l'État sans fuite massive des acteurs économiques. Puis, la troisième étape concerne la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes selon les secteurs. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure ici par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. Par ailleurs, la quatrième étape touche à la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Enfin, la cinquième étape est diplomatique, réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes afin de desserrer la pression internationale. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle définit un chemin mesurable où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. Au fil du récit, un même motif revient, discret mais constant. La ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Il ne s'agit pas d'une marche triomphale, mais d'un effort prolongé, fait de décisions coûteuses et de gains encore partiels. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme le garant d'un succès rapide, mais comme le symbole d'un moment où le recul n'est plus considéré comme une option acceptable. L'émotion qui se dégage de cette trajectoire ne vient pas d'une victoire annoncée. Elle naît de la tension permanente entre espoir et contrainte. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque amélioration marginale devient un argument pour continuer. La souveraineté n'est plus un slogan abstrait, mais une épreuve quotidienne, mesurée à la capacité de rester debout lorsque l'attention internationale se détourne et que les soutiens se raréfient. Ce rappel est essentiel. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées soudainement, elles se sont érodées lentement au contact des réalités locales. La rupture actuelle s'inscrit ainsi dans une continuité de désillusion autant que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas la certitude d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait plus coûteux encore que l'incertitude présente. À ce stade du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité. L'expérience incarnée par Ibrahim Traoré ne propose ni modèle clé en main, ni certitude confortable. Mais elle oblige à regarder autrement des équilibres hérités, souvent acceptés par inertie plus que par conviction. Pour le spectateur,
L'enjeu n'est donc pas de trancher définitivement entre succès ou échec. Il est plutôt d'observer comment se construisent dans la durée des trajectoires politiques sous contrainte. Quels indicateurs compteront vraiment demain? La stabilisation sécuritaire mesurable, la redistribution effective des ressources ou la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures? Ces critères n'appartiennent pas uniquement au débat sahélien. Ils résonnent partout où des sociétés cherchent à sortir de relations asymétriques sans provoquer un effondrement brutal. La suite reste ouverte et dépendra moins de déclarations spectaculaires que de choix cumulés, souvent discrets. Suivre ces signaux, les comparer et les discuter devient alors essentiel. Selon vous, quels éléments devraient être observés en priorité pour juger si ce pari mérite d'être poursuivi, ajusté ou corrigé?